Au Québec, un groupe de jeunes passionnés travaille à combler le fossé entre les enjeux qui touchent le système alimentaire du Canada et le gouvernement fédéral. Des enjeux tels que les politiques agricoles, les programmes, l'environnement, les aliments et l'avenir. Dans cet épisode du système alimentaire du Canada, Notre alimentation, notre avenir, nous nous penchons sur certaines de ces questions clés en passant par l'aménagement du territoire et l'impact de la technologie. Voici une conversation avec deux membres du Conseil canadien de la jeunesse agricole. Nous commençons avec Gabriel Dusablon. Bonjour Gabriel, peux-tu nous parler un peu de toi et de ce qui t'a amené à t'impliquer au sein du Conseil canadien de la jeunesse agricole? Moi c'est Gabriel, puis je suis un étudiant en agroéconomie à l'Université Laval. Je viens pas du tout du milieu agricole. Mes parents, ma mère est trésorière dans une municipalité régionale, puis mon père est ingénieur de métier. Euh, mais personne dans ma famille qui a travaillé dans l'agricole, à part mes arrière-grands-parents. Mais il y a un moment dans mon secondaire où j'ai comme découvert ce domaine-là, puis j'ai trouvé ça absolument incroyable, puis je suis tombé là-dedans à plein temps. Fait que là, j'ai fait des études au cégep pour ça. Tu sais, j'ai fait un programme en gestion d'entreprise agricole, finalement, pour ensuite tomber à l'université puis être en agroéconomie. Puis, ben, à travers tout mon parcours académique, je me suis énormément impliqué dans mes associations étudiantes. Puis, vous allez le voir, là, toutes les entreprises qu'on va faire, là, les quatre qu'on est dans le Conseil canadien de la jeunesse, on est pareil, on est tous impliqués à 100 000 à l'heure. Ça bouge beaucoup. Puis c'est un peu ça que je cherchais à faire parce que l'implication étudiante que j'ai faite, c'est magique, mais je voulais aller chercher un petit peu plus, aller chercher des contacts à l'extérieur aussi, aller apprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du Québec. Tu sais, le Québec, c'est un peu un espèce de microclimat dans les cultures qu'on fait ici, puis dans comment est-ce qu'on voit notre relation avec l'agriculture. Puis, tu sais, j'avais fait un stage dans l'Ouest canadien, puis ça avait comme tout un petit peu là, mis en perspective ces choses-là. Fait qu'en plus d'être dans le Conseil canadien de la jeunesse agricole, ben, quand tu comprends, là, ben, OK, tu sais, moi, j'ai des producteurs laitiers ici qui ont peut-être 80 vaches, mais tu sais, il y a des producteurs laitiers au BC qui en ont peut-être 200, 500, 800, puis c'est ça. Eux autres, c'est la norme, là, c'est correct. Fait que tu mets tout ça en perspective, tu te dis, ben écoute, le Canada, c'est très grand, puis c'est beaucoup, puis c'est super intéressant à voir aller, mais c'est pour ça là, qu'éventuellement, je me suis comme impliqué dans ce comité-là. Ouais. Comment les institutions scolaires adaptent leurs programmes pour attirer les jeunes vers ce secteur-là? Ça, écoute, je suis tellement content de pouvoir répondre à cette question-là parce que dans mon implication, je me suis beaucoup impliqué avec mon université pour essayer de faire parler du programme d'agroéconomie puis de parler un peu de ce que tu peux faire dans les écoles parce qu'à la fin de la journée, tu sais, l'agriculture, c'est tellement large comme besoin en personnel que toutes les compétences qui sont enseignées à l'école peuvent être utilisées dans l'agriculture. Tu sais, tu peux faire un bac ou une maîtrise, ou peu importe, en communication, quelque chose, puis avoir vraiment quelque chose à faire de très important dans le milieu de l'école. Quelle place occupe l'innovation et la technologie dans l'agriculture aujourd'hui? Puis comment ça peut aider à attirer la relève? Ah, ça, là, ça occupe une immense place aujourd'hui, puis ça va continuer de grandir. Tu sais, euh, j'ai des amis que leurs parents, tu sais, semaient les champs, tu sais, à la main, ben, pas à la main, là, mais tu sais, avec de la machinerie à l'école, peu ou pas développé, qui faisait en sorte que c'était long comme travail, ça prenait du temps, c'était pas particulièrement efficace au niveau économique ou technique. Donc là, il y avait des taux de levée ou tu sais, des succès dans leur semis qui faisaient en sorte qu'il y avait des cultures qui étaient plus ou moins bonnes. Alors qu'aujourd'hui, ben, tu sais, les planteurs savent exactement à quelle profondeur ils sont en train de planter. Puis, ben, tu sais, il y a des GPS qui permettent de dire que ben, je vais passer à la même place tout le temps, à un seul endroit dans mes champs. Comme ça, je vais limiter la compaction qui se fait dans mes champs, puis je vais pouvoir les garder en santé plus longtemps avant d'avoir fait des travaux de sol qui vont être tu sais, trop, trop, trop tu sais, invasifs. Puis après ça, mais il y a d'autres choses, là, quand tu penses à l'intelligence artificielle, mettons, ben, c'est sûr que toutes les analyses qui se font en recherche ou toutes les régressions qui peuvent se faire en recherche, tu sais, si ça se peut se faire plus facilement ou plus rapidement, ben, on va se sauver beaucoup de temps, on va accélérer l'innovation.
Puis, tu sais, il y a ça, mais là, je parlais des plantes où ce qu'on peut aller essayer de travailler sur la génétique puis de les rendre plus résistantes à certaines maladies. Puis là, il y a aussi de l'innovation qui peut se faire là-dedans qui peut rendre les gens plus productifs, permettre d'utiliser moins d'intrants, de littéralement rendre les cultures plus performantes, autant d'un point économique que d'un point environnemental. Puis c'est ça tu sais, qui fait en sorte qu'on évolue là-dedans. Puis tu sais, je suis certain que c'est motivant pour la relève, là. Tu sais, tu rentres là, sur l'entreprise familiale, ou sur l'entreprise que tu veux prendre la relève, puis il y a tu sais, des centaines d'innovations que tu peux y apporter pour rendre ton travail plus facile, d'une part, mais aussi plus efficace pour qu'il soit rentable, pour que tu sais, tu Mm. puisses prendre tes vacances à la fin de la semaine. Ce qui est tu sais, un des plus gros points, là, tu sais, euh, euh, William pourra sûrement en parler davantage, là, mais les robots de traite ou les carrousels de traite, ben, ça permet tu sais, de rendre les opérations dans une ferme laitière beaucoup plus efficaces. Puis, ben, si le producteur veut prendre peut clock out je sais pas moi, 7 heures à la place de 9h30 le soir, ben, ça peut être le fun pour lui. Ça peut aider dans plein de facettes de son travail économique, psychologique, plein de patentes. Puisque toi, tu dis que tu n'as pas grandi sur une ferme, tu n'avais pas d'expérience agricole, as-tu des conseils pour les jeunes qui souhaiteraient se lancer dans ce domaine-là, mais qui n'ont pas, comme toi, qui n'ont pas d'expérience? Écoute, ce domaine-là est un domaine qui va accueillir les jeunes à bras ouverts parce qu'il les cherche, les jeunes. Ça, c'est certain. Moi, c'est l'expérience que j'ai vécue. Je suis rentré au cégep, puis tu sais, je posais des questions les plus. Ben, il n'y avait pas de questions connes, là, mais je posais des questions les plus terribles possibles parce que je ne savais juste pas. Puis, on m'a répondu, tu sais, sans me niaiser, tu sais, me dévisager. C'était vraiment juste, OK, ben regarde, on va t'amener avec nous autres, puis on va le faire. Je pense qu'il y a beaucoup d'ouverture dans ce milieu-là. Puis, après ça, pour moi, c'est de s'impliquer beaucoup. Tu sais, c'est de dire, écoute, tu sais, les producteurs travaillent tellement fort dans les champs que ma version de m'intégrer dans ce milieu-là, ben, c'est de dire, ben, moi aussi, écoute, je vais travailler aussi fort que vous autres. Puis, tu sais, du moins, si je suis capable. Puis on va essayer de tout être là en équipe, parce qu'à la fin, c'est une sorte de coopération, là, pour faire avancer le milieu, faire en sorte qu'il devienne plus durable. Fait que pour moi, c'est ça le conseil que je donnerais à la relève. Tu sais, dès que tu as une opportunité de t'impliquer, hein, de faire partie du milieu, puis de rentrer dedans, ben, c'est comme ça que tu apprends à les connaître, puis c'est comme ça que tu t'y attaches, puis c'est comme ça que tu y fais une différence. Je vais passer aux questions sur la sécurité des terres. Oui. Euh, c'est quoi les menaces actuelles qui pèsent sur la sécurité des terres et des sols cultivables? Absolument. Ben, c'est probablement la statistique qui circule souvent, c'est qu'au Québec, il y a à peu près 2% des terres du Québec qui sont des terres agricoles cultivables. Donc, le Québec, c'est très grand, mais c'est vraiment pas beaucoup de terres qui sont, tu sais, qui ont un bon potentiel d'être en culture. Fait qu'aujourd'hui, tu sais, on a des outils qui permettent de protéger ces terres-là de toute les risques qu'ils peuvent soutenir, mais ces outils-là sont pas toujours parfaits, puis il y a toujours place à l'amélioration, peu importe ce qu'on fait. Mais c'est certain que, tu sais, quand on parle de protection des terres agricoles, nous autres, on va vouloir parler d'étalement urbain. Je pense que c'est une des premières qu'on va vouloir parler, de dire que, tu sais, les villes continuent de prendre de l'ampleur de plus en plus parce que les gens, ben, tu sais, veulent vivre ces conditions de vie-là, puis c'est correct, tu sais, on veut tous vivre là-dedans, mais il y a un changement peut-être de mentalité qui va se passer dans la densification urbaine, puis dans des phénomènes comme ça qui vont devoir faire partie de notre mode de vie futur. Je pense aussi que tu sais, des questions de dégradation des sols qui sont importantes. Tu sais, des pratiques agricoles qui étaient utilisées au champ il y a 10-15 ans ou même plus sont peut-être pas adaptées aujourd'hui à ce qu'on cherche à faire. Tu sais, si on fait des travaux des champs, on laboure les champs, on les brasse beaucoup, ben, tu sais, ça peut créer des effets dans le sol à travers la porosité ou des particules qui vont faire en sorte que les sols vont être plus, ils vont avoir plus d'érosion, puis ou bien ils vont être plus sensibles à la compaction, qui va demander plus de travail, ou tout simplement que ils vont être moins adaptés autant de sécheresse ou tu sais, ces temps-ci, nous autres, on est plus dans la flotte, hein, on a beaucoup, beaucoup d'eau. Fait que, si les sols ne sont pas habitués à ça, ben là, ils se retrouvent avec d'autres problématiques qui peuvent
venir de ça. Je pense qu'il y a aussi des questions de sécurité sur, pour conserver les terres qu'on a, en plus de les conserver de l'étalement urbain. Il y a plein de choses, là, de la diversité, des pratiques. Il y a des politiques publiques aussi qui peuvent demander à ce qu'on conserve des terres. Bref, je pense que il y a plusieurs de ces risques-là qui évoluent, mais si si j'ai besoin d'en sortir une couple, là, je te dirais l'étalement urbain, la dégradation des sols, puis quelque chose autour des changements climatiques là, qui est très important. Ouais. Tu as parlé un peu de l'impact de la densification urbaine sur les terres, mais c'est quoi les mesures qu'on peut mettre en place pour en atténuer les effets? Ben, tu sais, la densification urbaine, ça a pour objectif de concentrer les gens dans leur milieu de vie. Donc, l'objectif, c'est justement qu'on prenne le concept familial, puis on essaie de l'adapter tranquillement, mais sûrement pour faire en sorte que les gens puissent en communauté davantage. Donc, tu sais, c'est certain qu'il faut s'assurer que le zonage à l'école soit solide, soit béton. Après ça, il faut qu'on essaye de trouver des manières que la hausse du prix des terres qui va venir et qui est déjà là soit tu sais, atténuée par des mesures de subvention ou par des programmes externes ou par tu sais, des initiatives de fiducie de, de sécurité des terres qui existent aussi. Et puis voilà ça, mais tu sais, les villes aussi, il y a beaucoup de ça qu'il faut parler, là, tu sais, quand à la fin, le gouvernement provincial peut faire beaucoup de choses, mais le gouvernement fédéral aussi peut faire beaucoup de choses pour protéger les terres, mais les gens qui ont un impact et qui sont en contact avec la population, ben, c'est les gouvernements de proximité, c'est les municipalités. Et ces gens-là ont tous des plans de développement du territoire, ont tous des plans d'aménagement urbain. Puis c'est important que ces plans-là soient tous cohérents avec ce qu'on veut faire ou avec tu sais, la, l'idée qu'on veut se donner de notre protection des terres agricoles, qui, tant qu'à moi, devrait être de les protéger au maximum. Là. Mais ça revient à ça. Puis à ça, ces municipalités-là, c'est ça, là, doivent se donner les moyens de protéger leurs terres, puis d'encourager les citoyens à euh, accepter des nouveaux projets de nouveaux projets résidentiels qui sont peut-être pas ceux auxquels ils s'attendraient, qui vont certainement un peu bouleverser leur milieu de vie, mais tu sais, ça fait partie du cycle de la vie de changer les choses pour les améliorer puis les adapter à notre nouvelle réalité. Fait que c'est beaucoup de ça, je pense. En plus, bien sûr, d'éducation puis de concertation publique pour tu sais, sensibiliser les gens à ces mesures-là. Ouais. Est-ce que tu as des exemples concrets de politiques ou de réglementations qui seraient nécessaires pour éviter que les terres cultivables soient perdues au profit du développement urbain? Oui, ben, en fait, tu sais, ben, c'est sûr que tu sais, nous autres au Québec, on a la Commission de la protection du territoire agricole, ou la CPTAQ, là. Et puis, en fait, c'est la Commission de la protection du territoire agricole du Québec. Bref. Euh, fait que la CPTAQ, c'est notre grosse organisation qui, en gros, essaye de superviser la gestion du zonage agricole et du dézonage de ces terres-là pour l'utilisation à des fins non agricoles. On est sûr que ces organismes-là doivent être très impliqués dans la protection des terres, mais vu que cet organisme-là est provincial, c'est certain que sa réalité terrain peut être plus difficile à aller atteindre et c'est là que les gouvernements municipaux doivent être consultés. J'ai parlé avec le maire de Laval, ben, puis j'ai parlé, plutôt, j'ai écouté une conférence du maire de Laval, qui est une ville au nord de Montréal, il y a récemment. Et puis, il parlait du fait qu'eux autres ils ont implanté une structure de redevance de la part des propriétaires de terrains agricoles qui n'étaient pas utilisés. Donc, justement, ces gens-là qui possèdent des terres agricoles, mais qui ne les utilisent pas ou tu sais, qui font en sorte que c'est des terres qu'on perd, qu'on n'arrive pas à mettre en valeur, ben, doivent être mises en valeur d'une manière ou d'une autre par de différents organismes ou des producteurs, tout simplement. Donc, tu sais, il y a plein de ces mesures-là qui font en sorte que tu sais, si on utilise une terre pour un principe ou une raison principale, ben c'est sûr que ça va aider aussi là, à la question
de l'utilisation des terres pour autre chose. Puis après ça, ben, tu sais, c'est sûr que y a d'autres mesures de zonage, des schémas d'aménagement qui sont tous faits avec les municipalités, tu sais, en consultant les citoyens, sont très importantes aussi parce qu'à la fin, tu sais, faut que l'aménagement du territoire représente ce que la population qui vit dessus veut qu'elle représente aussi. Là, tu sais, quelque chose de très philosophique à travers tout ça. Peux-tu nous expliquer c'est quoi la spéculation foncière puis son rôle dans la perte des terres agricoles? Bien sûr. C'est sûr que ça, c'est une grosse question. La spéculation foncière, très grossièrement, c'est simplement le fait qu'il y a des gens qui, majorité du temps, sont pas des producteurs agricoles, qui peuvent acheter des terres et viser à les revendre pour un profit. À la fin, c'est comme faire de la spéculation à la bourse, sauf que tu joues avec des actifs qui sont réels et qui ont un impact réel sur le milieu. Ça, tu sais, c'est pas, c'est un seul cas de figure, mais il y en a plusieurs. Puis, c'est sûr que ça amène de l'eau au moulin d'un phénomène qui est l'augmentation de la valeur des terres agricoles. Cette augmentation-là, bien sûr, rend difficile l'achat et le transfert de ces terres-là à la prochaine génération. Mais il y a aussi le fait que plus ces terres-là augmentent, ben, plus la valeur de ces terres-là augmente, plus les producteurs qui les possèdent présentement, ben, se retrouvent avec des fonds pour emprunter et moderniser leurs entreprises. Donc là, il y a comme une, un enjeu qui se crée où on doit décider qui est-ce qu'on souhaite favoriser. Est-ce qu'on veut viser à favoriser la relève pour qu'elle puisse prendre la relève des entreprises agricoles plus facilement, puis continuer à travailler sur ces entreprises-là? Est-ce qu'on veut que ce soit les producteurs cédants qui puissent bénéficier de ça? À la fin, ils ont travaillé toute leur vie sur ces terres-là, ce serait normal aussi qu'on les considère. Puis, il y a des gens qui font de la spéculation qui finalement utilise un investissement comme un autre qui peut être jugé différemment. Bref, il y a beaucoup de ça qui vient à être en jeu, mais à la fin, c'est une question très économique là, de dire que si les gens achètent des terres pour en faire un profit, ben, c'est parce qu'il y a des gens qui doivent cultiver ces terres-là avec des rendements puis des, euh, des profits qui eux-mêmes sont pas tu sais, extravagants, doivent maintenant faire affaire avec ces prix-là de terre qu'ils doivent repayer. Tu sais, que ça peut être un défi là, tu sais, presque impossible à réaliser. Ouais. Comment la technologie peut aider à surveiller puis à protéger les terres? C'est une super de bonne question. Je le vois de différentes manières, mais je pense que la principale manière, c'est une aide aux producteurs pour mieux comprendre comment leur sol fonctionne. Tu sais, quand on protège mettons, en fait, on parlait de GPS tantôt, qui font en sorte que les tracteurs peuvent circuler à un seul endroit dans leurs terres agricoles et protéger les terres de circulation, tu sais, intensive qui pourrait leur nuire à travers la compaction des sols ou à travers l'érosion de ces mêmes sols-là. Donc, d'avoir cette technologie-là, ça permet de mieux traiter les sols agricoles au Québec, puis de les protéger finalement, d'assurer une sécurité de ces terres-là d'un point de vue très agronomique. Après ça, c'est sûr que à chaque fois qu'on est capable d'utiliser la technologie qui nous connecte ensemble davantage, ben, on peut accélérer les, euh, les communications, faire en sorte que ben, c'est la collaboration pour protéger cette terre-là soit optimisée, puis qu'on puisse engager le plus de parties prenantes pour que, tu sais, si on a besoin de faire du dézonage et de retirer des terres agricoles des zones agricoles, ben, il faut qu'on soit tous d'accord sur ce qui se passe là, parce qu'à la fin, le territoire appartient à la population au complet. Puis il y a ça, puis tu sais, il y a aussi avec l'ajout de nouvelles de bornes météo qui permettent aux institutions financières de savoir quand est-ce qu'il y a tu sais, les champs ont des chances d'avoir des bons rendements ou avoir des moins bons rendements. Ben, tu sais, quel genre de valeur est-ce qu'on peut attribuer aux récoltes ou quel genre d'investissement est-ce qu'on peut recommander aux producteurs de faire dans les prochaines années, tu sais. Bref, il y a plusieurs là, de ces innovations-là qui nous permettent de protéger la terre agricole, oui, d'un point de vue agronomique, mais je pense aussi là, d'un point de vue tu sais, de spéculation, tu sais, tu essaies de garder tout le monde un peu dans le loop pour mieux protéger finalement. Ouais.
qu'est-ce que les Canadiens peuvent faire concrètement pour aider à préserver les sols, puis la santé des terres dans leur communauté? Absolument. Je pense que de parler d'agriculture durable, c'est très important. Durable, c'est très difficile à définir comme mot, puis il y a beaucoup de gens qui sont en train d'en entendre parler, puis je suis un peu d'accord. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que quand on achète des produits agricoles locaux, ben, on participe à des producteurs, aux revenus des producteurs locaux également. Puis ben, ces gens-là ont peut-être travaillé leur sol de manière différente pour justement s'adapter aux réalités terrain. Tu sais, au gouvernement fédéral et au gouvernement provincial, on a des orientations agricoles qui font en sorte on veut participer à la réduction de l'usage de pesticides ou à la réduction des passages aux champs, ou bref, tu sais, on a des orientations gouvernementales qui nous guident vers une amélioration de l'environnement ou tu sais, des conditions environnementales en agriculture. Donc, quand on supporte local, quand on achète local, on supporte un peu ces producteurs-là qui embarquent dans la roue puis qui participent à cette initiative-là. Donc, pour moi, ça, c'est d'une part très important. Puis après ça, c'est sûr que de continuer de s'impliquer comme n'importe qui le ferait dans le domaine agricole. Ben, tu sais, de s'impliquer et de participer aussi à ces discussions-là, ben, c'est ça qui fait en sorte que tu peux conserver tes terres. Puis après ça, il y a aussi une question tu sais, en tant que consommateur, d'essayer de valoriser les producteurs qui vont faire un effort pour mettre de l'avant un produit qui a été traité avec des bonnes valeurs environnementales. Tu sais, quand on va dans les rangées à l'épicerie et qu'on regarde les laitues, ben, tu sais, il y en a qui sont faites tu sais, ici au Québec, puis qu'on sait par l'emballage ou par tu sais, des différents indicateurs que, ah, OK, ben, tu sais, c'est un producteur local, puis je sais que, écoute, lui, il a utilisé des bonnes pratiques, puis ben, boum, 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 tu sais, tu fais des choix qui peuvent être plus adaptés afin à la conservation des sols, puis de la santé de ta communauté en général. Super, merci beaucoup, Gabriel, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Nous continuons notre conversation avec le Conseil canadien de la jeunesse agricole. Voici le coprésident William McManiman. Bonjour William, merci d'être Bonjour. là avec nous aujourd'hui. Ben, ça fait plaisir. William, peux-tu d'abord te présenter, nous parler un petit peu de toi, puis de ton implication au sein du Conseil canadien de la jeunesse agricole? Oui, donc moi, mon nom, c'est William McManiman. Je suis coprésident du Conseil canadien de la jeunesse en agriculture. C'est mon deuxième mandat sur le conseil. Puis je suis producteur de lait, agronome. Puis c'est ça. Ça fait beaucoup de titres et de rôles. Tu as grandi sur une ferme laitière. Peux-tu nous parler de ton expérience? Oui, je suis né sur une ferme laitière à Saint-Ambroise-de-Kildare, dans la Nodière. Puis mon grand-père a démarré la ferme, ensuite mon père a repris ça, puis aujourd'hui, c'est moi qui suis sur la ferme. Je suis, un des 4 enfants, de la famille, mais je suis le seul qui opère l'opération avec, ma famille en ce moment, avec mes parents. Tu as vu tes parents en l'œuvre. Est-ce que tu as toujours su que c'était ça que tu voulais faire ou tu as voulu explorer d'autres options? J'ai voulu explorer, d'autres options. C'est sûr que c'est intéressant, une fois que tu as, eu un parcours universitaire, d'aller explorer un petit peu, c'est quoi qui est de l'autre côté, au niveau de niveau professionnel, je dirais. Mais j'étais passionné par, la ferme, j'ai toujours aimé ce que mes parents faisaient, puis, ça m'aurait fait de quoi si je n'étais pas revenu sur la ferme, au final pour voir, l'opération continuer, heu, d'exister puis, de prospérer. Puis, c'est vraiment intéressant de travailler dans ce qu'on aime là, puis, dans ces choses. Moi, j'ai toujours, le plaisir de dire que je ne travaille pas, je m'occupe de mes vaches, je m'occupe de ma ferme, tu sais. Mhm. Peux-tu nous parler un petit peu de ta formation? Quelles études as-tu faites à l'université? Dans le fond, j'ai commencé, comme tout le monde au secondaire, ensuite, collégial. J'ai fait sciences nature pour après ça aller à l'université en agronomie. J'étais, très intéressé par les sciences, puis, j'aimais bien l'école. Fait que je me suis dit: je vais poursuivre là-dedans, puis voir où ça allait m'amener». Puis, dans le fond, c'est de là où que j'ai suivi ma formation d'agronomie, spécialisation en sciences animales. Puis, qu'ensuite j'ai travaillé un petit peu dans le secteur en nutrition animale. Puis, ça m'a permis d'aller chercher, des compétences, que j'aurais probablement pas eues ailleurs. Puis,
puis ouvert des horizons aussi, puis des connaissances qui me permettent d'analyser un petit peu plus en profondeur certains aspects de la ferme en ce moment. Quand on pense à l'agriculture au Canada, on associe souvent ça directement aux agriculteurs, mais est-ce qu'il y a d'autres métiers importants à connaître? Ben, par exemple, là, comme agriculteur, on est entouré de professionnels. Puis, donc, il y a l'agronome qui peut être autant dans l'animal que dans le végétal, dans le sol et l'environnement. Il y a aussi le vétérinaire, il y a aussi des ingénieurs en agriculture. Puis, c'est sans oublier, je pense, les professeurs ou les chercheurs, autant au collégial qu'à l'université, qui nous aident à se développer là-dedans. Au niveau de la cybersécurité, j'ai en tête qu'on a eu une rencontre avec un chercheur de l'Université de Guelph le mois dernier. Puis, il nous racontait que c'est fréquent, très fréquent même, qui sont approchés pour pouvoir essayer de résoudre des problèmes de compromission au niveau de la cybersécurité des entreprises agricoles, des producteurs qui ont des logiciels de gestion ou d'opération d'équipement. Puis, ils sont inopérables à cause qu'ils ont subi une attaque informatique. Hmm. Donc, il y a des chercheurs là-dedans, même en cybersécurité, si vous êtes à l'aise en informatique, ça peut être aussi lié à l'agriculture. Il n'y a pas de problème. Les menaces en cybersécurité sont réelles, sont partout. L'agriculture en fait pas exception, là. Exact. Si maintenant on parle un petit peu d'innovation, de technologie, hem, à quel point l'innovation et la technologie sont importantes, dans l'agriculture et dans la production alimentaire? Puis peut-être comment ça peut aider aussi à attirer la relève? Je pense que les innovations en agriculture, aident beaucoup à attirer la relève parce que, on est stimulé par les nouveautés souvent, ben, pas juste les jeunes, mais, le monde en général. Donc, de voir que c'est pas un milieu qui est statique, mais qui avance, qui progresse, qui est innovant, c'est très stimulant pour toute personne qui s'intéresse, au secteur. Peux-tu nous parler un petit peu du groupe de travail, du Conseil canadien de la jeunesse agricole sur la technologie, puis de ce que vous avez découvert? Oui, donc sur le Conseil canadien de la jeunesse en agriculture, on a un groupe de travail sur la sécurité puis les innovations en agriculture. On est encore à l'étape de un peu cibler nos besoins puis aussi où on va aller pour approfondir le sujet. On risque de faire dans les prochaines semaines un sondage dans l'industrie pour pouvoir justement aller chercher des découvertes ou des constats dans le secteur à travers le Canada. Mais ce qu'on se penche principalement, c'est en ce moment la cybersécurité, parce que c'est quelque chose qui s'en vient aussi dans le milieu agricole, des risques associés aux nouvelles technologies, puis la cybersécurité. Tout est maintenant connecté à Internet, puis il faut que les opérations continuent à fonctionner, même si il peut y avoir des attaques qui se produisent en ce moment là, en agriculture. C'est pas négligé par les pirates informatiques. On parle aussi de propriété intellectuelle, propriété des données. Il y a de plus en plus de capteurs, plus en plus de données. À qui appartiennent ces données-là? Il n'y a pas beaucoup de réglementation autour de ça. C'est un peu comme dans le secteur des médias qu'on a vu dernièrement où que le gouvernement essaie de réglementer parce que c'est un peu le Far West. Ben, dans les propriétés des données, aussi l'accès à l'utilisation des équipements pour lesquels on paye, les abonnements, les licences, tout ça. Il y en a beaucoup à démêler. Puis c'est peut-être aussi avec, comme vous disiez, avec votre question, plutôt au niveau de comment ça avance vite, les technologies. Ben, il y a aussi un petit peu d'encadrement ou de cadre qui ne suit pas nécessairement non plus à ce niveau-là. Puis, il y a aussi la capacité de réparation, la capacité de corriger des choses avec les équipements de nouvelles technologies. Puis, évidemment, l'accès aux nouvelles technologies, qui est aussi quelque chose sur le quoi on veut se pencher avec le groupe de travail. Quelle est l'avancée technologique la plus importante ou la plus prometteuse selon toi? Dans le fond, la la ce qui est le plus prometteur, je pense, c'est tout ce qui est entourant le concept d'agriculture de précision. Ça fait des milliers d'années qu'on apprend comment cultiver, comment élever des animaux. Puis
on apprend énormément sur comment fonctionne, comment les performances agissent par rapport à tous les paramètres de production. Puis les entreprises grossissent, on n'a plus euh, la tête à chaque individu, chaque plan. Donc, les nouveaux capteurs, nouvelles technologies nous permettent de faire de l'agriculture de précision. Puis, je crois que ça va être très innovant pour le futur euh, parce que dans le fond, auparavant, on avait des algorithmes qui peuvent nous dire, OK, tel paramètre est affecté de telle façon. Mais là, on a l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'améliorer tout plein de paramètres, puis d'aller chercher un petit peu plus de précision avec les connaissances qu'on a développées au cours des centaines, milliers d'années là, en agriculture. Je reviens au fait que tu as grandi sur une ferme, tu as vu tes parents travailler. Est-ce que tu vois une différence avec l'arrivée des technologies sur la manière dont le travail est fait? Comment ça a transformé l'industrie? Les nouvelles technologies ont transformé l'industrie avec tout ce qui est donné qu'on est capable d'aller chercher. Tous les capteurs, les analyses nous permettent d'aller chercher plus de précision, plus de connaissances. On peut répondre plus rapidement aussi à des phénomènes ou des, euh, des problèmes qui surviennent sur la ferme. Donc, je pense que les nouvelles technologies nous permettent de faire ça. Aussi, d'être peut-être plus efficace dans le travail, faire plus d'hectares à l'heure ou faire traire plus de vaches à l'heure ou réorienter notre travail dans d'autres tâches qui sont des fois un petit peu plus de gestion ou un peu plus d'interprétation des données par rapport à ce qui se faisait avant ou que c'était peut-être plus manuel. William, à ton avis, quelles sont les prochaines grosses innovations dans notre système alimentaire? Ben, je pense qu'il y en a deux principales. Il y en a une sur laquelle on travaille énormément. C'est la carboneutralité en 2050. Donc, tranquillement, les producteurs, dans toutes les productions, on essaie d'aller chercher des nouvelles innovations de ce côté-là pour avoir un système qui est durable et carboneutre dans l'avenir. Puis l'autre volet, c'est on ne travaille pas nécessairement aussi fort, là, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt puis d'ébullition autour de ça, mais c'est autour de l'intelligence artificielle. Ça avance très rapidement, puis ça avantage autant au niveau de l'agriculture de précision, mais aussi ça va aller au bien-être animal. Super, je pense que ça fait le tour de mes questions. Merci beaucoup, William. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode du Système alimentaire du Canada, Notre alimentation, notre avenir. Joignez-vous à nous dans le prochain épisode qui explore la production de sirop d'érable et la gestion d'une entreprise horticole. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site web systèmealimentaire.ca. Ceci est une production de Spark Advocacy pour l'initiative Le Système alimentaire du Canada.